Bonjour à tous, bienvenue dans l'Afrique Info sur CCTV français. En direct de Beijing, voici les titres de l'actualité. Pour parler de paix au Soudan du Sud, des rebelles s'entretiennent avec le gouvernement. Alors que des hommes de l'AMISOM sont soupçonnés d'abus sexuels, la mission est invitée à améliorer ses relations avec le public. Affaire judiciaire au Nigeria, de hauts militaires accusés de corruption et de trafic d'armes. La Banque centrale du Zimbabwe souhaite que les banques du pays soient plus concurrentielles et attirent de nouveaux clients. Les véritables assistants de la vie quotidienne, les motos chinoises facilitent la vie des Burkinabés. Un groupe de généraux de l'armée sud-soudanaise qui ont abandonné en 2015 le groupe d'opposition mené par Riek Machar sont revenus à la capitale Djouba après des mois de négociations avec le gouvernement. Le groupe qui combattait à la fois le gouvernement et le groupe d'opposition mené par Riek Machar a demandé au gouvernement du Soudan du Sud de négocier avec les factions en lutte dans différentes parties du pays, ceci afin de ramener la paix dans le pays. Le conflit au Soudan du Sud, qui a débuté en 2013, continue malgré le traité de paix signé l'année dernière. Les combats ont débuté en raison de différends politiques existant entre Riek Machar et Salva Kiir, sur lesquels se sont rajoutées des divisions au sein de l'armée. Mais alors que les pourparlers ont débuté dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, certains généraux de l'armée ont fait défection du groupe mené par Riek Machar, dont la vision était de chasser Salva Kiir du pouvoir. Depuis lors, la faction de Riek Machar a connu plusieurs défections, et l'un de ces groupes vient tout juste de retourner dans la capitale Djouba. Le gouvernement du Soudan du Sud a annoncé qu'il souhaitait conclure un accord avec ses généraux afin de ramener la paix dans le pays. Cela fait partie de la position du gouvernement de tenter de discuter avec tous ces groupes dissidents. Il veut négocier avec eux et ramener la paix au Soudan du Sud et faire taire les armes. Le général de l'un de ces groupes dissidents de l'opposition, qui avait déclaré précédemment se sentir négligé dans ses pourparlers, a déclaré qu'il cautionnait la volonté du gouvernement et de l'opposition d'inclure toutes les parties dans les pourparlers de paix. Le compromis qui a été signé à Addis Abeba a ignoré de nombreux groupes combattants, dont nous faisons partie. Certains se sont réfugiés en Équatoria occidentale et combattent à Bahr el-Ghazal. En Équatoria occidentale, ils continuent de combattre. Nous souhaitons que toutes ces personnes se rejoignent pour assurer la paix dans le pays. Les espoirs sont élevés à Djouba alors que les différents groupes arrivent dans la capitale. Les projecteurs sont braqués à présent sur Riek Machar et ses forces qui en retour devraient conduire la formation d'un gouvernement d'unité qui pourra peut-être mettre fin au conflit. Les casques bleus de l'Union africaine doivent améliorer leur interaction avec les communautés locales en Somalie afin de mieux combattre les djihadistes d'Al-Shabaab. Les forces de l'AMISOM ont été accusées de violation des droits de l'homme, ce qui a sapé la confiance des habitants locaux. La mission de l'AMISOM en cours depuis 9 ans est forte de 22 000 soldats provenant de 5 pays africains. Mais les membres de l'AMISOM ont été accusés d'avoir abusé sexuellement et exploité des femmes vulnérables en Somalie. Les autorités de la mission de l'Union africaine enquêtent toujours sur certains de ces cas. Selon les observateurs, ces actes ont grandement sapé les efforts de la mission. L'un des échecs de la force de maintien de la paix en Somalie, c'est de n'avoir pas réussi à conquérir la confiance du public. Cela fait déjà presque une décennie que l'AMISOM est accusée de nombreuses violations des droits de l'homme. Jusqu'à présent, aucune action n'a été prise. L'Union africaine a annoncé qu'elle mènerait des enquêtes. Cela sape vraiment les opérations de la mission. La mission possède cependant des centres médicaux gratuits au sein de ses bases militaires. Elle s'est également impliquée dans plusieurs projets de développement, parmi lesquels la reconstruction de postes de police à travers le pays. Mais les habitants locaux estiment que cela n'est pas suffisant et exigent que la mission s'intègre davantage avec les communautés locales, ce qui jouerait un grand rôle, selon eux, dans la lutte contre les djihadistes. L'intégration est un élément vraiment clé. Les forces de l'AMISOM sont ici pour une mission de maintien de la paix. Si elles s'intégraient davantage à la population, les choses iraient dans un sens différent. L'AMISOM doit arrêter de se confiner dans ses camps militaires.
Avant d'opérer en Somalie, l'Union africaine devrait s'assurer que les soldats qui viennent en Somalie connaissent sa culture, ses traditions et les croyances des gens. Cela leur faciliterait les choses dans leur rapport avec les populations locales, sans que cela dégénère en conflit. La violente attaque contre une base de l'Union africaine, qui a eu lieu en janvier, a souligné ce besoin d'intégration. Des membres du groupe militant Al-Shabaab avaient ainsi tué une centaine de soldats kényans à El Hadé. Le Kenya avait accusé un certain clan du sud de la Somalie de les avoir trahis. Pour la prochaine offensive militaire de l'AMISOM, les experts souhaitent que les forces puissent gagner la confiance du public dans les régions récemment libérées, afin d'éviter une répétition de ce genre d'attaque contre ces bases. L'ancien haut responsable militaire du Nigeria lutte pour répondre aux conditions d'une libération conditionnelle accordée la semaine dernière. Un juge fédéral a demandé qu'Alex Badeh demeure en prison, à moins qu'il ne paie une caution de 10 millions de dollars en échange de sa liberté temporaire. Il fait l'objet d'un procès pour avoir prétendument volé 20 millions de dollars alors qu'il était à la tête de l'armée nigériane. Pour rappel, Badeh est l'un des hauts responsables et anciens militaires à faire l'objet d'une enquête pour détournement d'argent lors de l'achat d'armes destinées à combattre Boko Haram. Au moins 15 anciens officiers au gradé de l'armée font l'objet d'une enquête pour leur implication présumée dans ce qui est connu comme le scandale d'armes à 2,2 milliards de dollars au Nigeria. Et le principal suspect est Alex Badeh, un ancien maréchal de l'armée de l'air et l'ancien haut dirigeant de l'armée nigériane. En tant que chef de la défense nationale, il supervisait le combat du Nigeria contre Boko Haram. Et c'est dans le cadre de ses fonctions que la Commission économique et financière déclare aujourd'hui qu'il aurait volé 20 millions de dollars, de l'argent censé être utilisé pour l'achat d'armes. Mais il l'a utilisé pour acheter une propriété pour lui et son fils, une accusation qu'il a réfutée. Cependant, il reste en détention à moins de verser une caution de 2 milliards de naira, soit 10 millions de dollars. Je pense que compte tenu des circonstances, la Cour est juste ici. Et même si la Cour demandait 5 milliards, car il y a une accusation de vol de plusieurs milliards, on ne parle pas de centaines de millions, mais de milliards. Pourquoi ne devrions-nous pas demander une provision d'1 milliard, une garantie? Donc je pense que la juridiction a raison d'agir ainsi. D'autres fonctionnaires et anciens chefs militaires devraient être entendus ces prochains jours devant le tribunal. La commission continue de démêler les éléments de l'affaire. Jamais autant d'officiers de l'armée n'avaient été accusés d'une telle corruption massive. L'analyste politique Liboru Soshoma déclare que ce ne pourrait être qu'une question de temps avant que le combat anticorruption ne s'abatte avec vigueur sur les anciens dirigeants du pays. Avec ce qui s'est passé, le président a établi un nouveau record. Tout le monde peut avoir à rendre des comptes et la loi doit être respectée. Et c'est l'état de droit qui prévaut. Les Nigérians sont très heureux de cela et ils espèrent voir même d'anciens présidents présentés devant la justice. D'anciens vice-présidents, d'anciens dirigeants politiques le seront également, pas uniquement confrontés au tribunal, mais s'ils sont reconnus coupables, ils seront envoyés en prison et devront rembourser. Le président Muhammadu Buhari a fait campagne sur la promesse d'éradiquer la corruption du pays, et ce, à la racine. Peu sont ceux qui pensaient que l'armée serait touchée. Mais la corruption est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le Nigeria n'est pas encore parvenu à vaincre Boko Haram. Le gouvernement actuel se montre déterminé à affronter cette situation et garantit que chaque fonds volé sera récupéré et que les coupables seront confrontés à la justice, qu'importe leur statut hiérarchique. La Banque centrale du Zimbabwe vient de lancer une stratégie qui vise à rendre les services bancaires intéressants pour une population qui n'en a majoritairement pas recours. Un sondage datant de 2014 indique que seulement 30% de la population adulte du pays utilise les services bancaires. La Banque centrale du Zimbabwe veut qu'à l'horizon 2020, 90% de la population nationale utilise des services bancaires. Un objectif ambitieux dans un marché où la confiance a été minée par la fermeture de plusieurs banques. De plus, la contraction de l'économie accentue les difficultés pour attirer de nouveaux clients. À l'heure actuelle, 70% de notre population habite des zones rurales. Le revenu mensuel de 76% de notre population s'élève à moins de 200 $. Où vont-ils donc trouver l'argent destiné au système bancaire? Il nous faut résoudre les problèmes en créant de l'emploi durable et décemment rémunéré. Alors les revenus pourront être injectés dans le système bancaire.
Avec les fermetures d'entreprises, nombreux sont ceux qui se sont retrouvés démunis, favorisant ainsi le développement d'un secteur informel. Lorsque l'on sait que seulement 14% des PME ont recours aux banques, on peut raisonnablement estimer que ce marché ne demande qu'à se développer. La Banque centrale espère collecter plusieurs milliards de dollars, des liquidités qui, selon elle, devraient quotidiennement s'échanger ici, en dehors des canaux bancaires traditionnels. Le succès de ces mesures dépend de la réaction du marché. Ici, la première réaction, dénoncer le coût trop élevé des services bancaires. Il n'y a pas si longtemps, lorsqu'on déposait 100 $, on pouvait en obtenir 110 en 3 mois. Mais maintenant, si on dépose 100 $ à la banque, après 2 mois, il ne reste que 80 ou 90 $. C'est donc plus intéressant pour moi de garder mon argent chez moi plutôt que de le laisser perdre de sa valeur. Pour les sociétés de financement, c'est l'économie qui est responsable de ces frais peu attrayants. Lorsque notre économie ira de l'avant et qu'elle se développera, les banques et les institutions financières trouveront des sources de revenus pour financer leur structure de coûts. La difficulté actuelle de ces coûts bancaires élevés est due à la façon dont les banques se financent. Par conséquent, à long terme, ce qui correspond à la vision de la stratégie nationale complète pour 2020, nous espérons que tout sera d'aplomb pour permettre la résolution de la question des frais. La Banque centrale a d'ores et déjà appelé les banques à supprimer les frais sur les services simples comme les dépôts et les retraits. Elle encourage également l'innovation, en particulier dans le domaine des plateformes intégrées de paiement mobile. Je pense que les banques traditionnelles tentent de quitter une logique d'agence physique. Aujourd'hui, c'est la banque en ligne qui prime. Et elle n'est que de 69% alors que le taux de pénétration du téléphone portable est de 100%. La stratégie d'inclusion financière prévoit que d'ici 4 ans, 80% des PME détiendront un compte bancaire au nom de l'entreprise. Elle vise également à accroître l'éducation financière et la protection du consommateur. Et maintenant, le temps consacré aux marchés boursiers européens, américains et africains. Les bourses européennes ont terminé lundi en légère hausse, malgré le repli du pétrole, prolongeant ainsi timidement leur nette progression de vendredi à la suite de l'annonce du nouveau plan de relance de la Banque centrale européenne. Wall Street a fini en petite hausse lundi dans un marché restant très prudent à l'approche d'une réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Maintenant, le temps consacré aux bourses des pays africains. L'indice Jitopi de l'Afrique du Sud a gagné 1,74%. L'indice Massi du Maroc a gagné 0,23%. Et l'indice Sétune de la Tunisie a fini avec une hausse de 0,31%. Et nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Au Burkina Faso, la vente et l'exploitation de motos est l'une des principales activités économiques. Pendant des années, les prix de ces véhicules de roues étaient inaccessibles pour de nombreux Burkinabés, mais l'arrivée sur le marché de motos chinoises à un moindre coût a ouvert de vraies opportunités d'affaires pour de nombreux commerçants et clients. La présence chinoise continue de s'étendre et de se renforcer dans le marché burkinabé. La vente de motos chinoises est à présent devenue un commerce profitable pour de nombreux entrepreneurs dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Comme il n'y avait pas de concurrence, c'est pour dire que le bénéfice était très maigre. Ce qui ne permettait pas aux jeunes commerçants de se faire de l'argent et de gravir des échelons. Après observation, on s'est dit, mais pourquoi un pays comme le nôtre, qui est un pays où les gens ne sont pas très riches, on va vendre des motos à 1 million. Alors, l'idée c'était de voir avec les Chinois comment introduire ces motos au Burkina Faso. Et dans ce sens-là, nous avons négocié avec des partenaires chinois qui ont bien voulu effectivement nous accompagner dans cette initiative. Du coup, de 1 million la moto, on a trouvé des motos à 300 et quelques mille francs, 400 000 francs.
Abordables dans tous les marchés du pays, les motos chinoises sont adaptées au faible niveau de vie de la population. Aujourd'hui, chaque Burkinabé peut acheter une moto de haute qualité à un très bon prix. Il est vrai qu'avant, les coûts des motos étaient un peu plus chers, parce que quand on avait les constructeurs français et autres, mais depuis l'arrivée des motos chinoises sur le territoire, il faut dire que les coûts ont relativement constructeurs français et autres, mais depuis l'arrivée des motos chinoises sur le territoire, il faut dire que les coûts ont relativement baissé. C'est nettement moins cher, c'est abordable, en tout cas pour le commun des Burkinabés, c'est accessible. Mes amis m'ont conseillé de venir à Chalus Trading pour voir des motos venant de Chine, à bon prix et abordable. Donc je suis là pour voir, donc c'est des motos de bonne qualité. Les Burkinabés ne pouvaient pas vraiment trouver une moto ou bien un produit à moins cher. Mais actuellement, avec peu d'argent, les produits venus de la Chine nous permettent vraiment d'accomplir tous nos besoins. Selon les statistiques, le Burkina Faso importe 300 000 motos chaque année, dont la majorité vient de la République populaire de Chine. Le directeur de la fenêtre unique de commerce et d'investissement nous en dit plus sur l'impact économique de l'importation de produits chinois. Pour l'économie du Burkina Faso, dans la mesure où les droits de douane, les taxes, les TVA et les prélèvements communautaires confondus, ça tourne autour de 44%. Donc, alors que vous regardez, rien que pour les importations, nous avons environ 90 milliards de francs CFA. L'importation de motos au Burkina Faso a permis la création de plusieurs magasins de réparation, d'entrepôts de pièces de rechange et d'unités d'assemblage. Cela a permis à de nombreux Burkinabés de trouver un emploi. En Afrique du Sud, un groupe de grands-mères échangent leurs médicaments contre le diabète, contre des chaussures à crampons pour faire diminuer leur pression artérielle. Reportage. On est loin de la Coupe du Monde, mais la détermination dont font preuve ces joueuses n'a rien à envier aux professionnels. Voici le club de football Tsogang Bassadi, du township de Tembisa. Ces joueuses sont toutes des femmes âgées, voire très âgées. L'équipe a été créée en 2009 par Kenneth Tsogang, alarmé par le nombre de femmes souffrant de maladies chroniques. Même ma mère souffre de cette maladie chronique. Et en 2009, ça a été mon objectif quand j'ai monté ce projet. J'avais 4 ou 5 joueuses, la plupart d'entre elles ne suivent plus de traitement médical. Chaque mois, elles allaient à la clinique pour leur diabète et leur pression artérielle. Mais depuis qu'elles ont commencé à s'entraîner ici, elles ne vont plus à la clinique. Ces femmes sont certes âgées, mais elles jouent avec l'enthousiasme de la jeunesse. Et elles remplacent leurs médicaments par des techniques de football. Oui, je fais partie de ce groupe car je connais l'importance de l'exercice. Depuis que je viens ici, mon médecin dit que ma pression artérielle diminue. Je n'ai plus besoin de prendre des médicaments car je fais de l'exercice et j'ai la patate, la grosse patate. J'adore le foot. Quand je ne viens pas ici, je tombe malade. J'adore l'herbe ici. Je viens ici et je tape dans le ballon. Maintenant, je suis en pleine forme. Ma pression artérielle est à 100% maintenant. Je suis super contente. J'aimerais que d'autres cocos du même âge que moi viennent ici et vivent la même chose que moi sur ce terrain. Des études récentes ont montré que 60% des femmes sud-africaines sont en surpoids ou obèses et souffrent de diabète ou de pression artérielle trop élevée. Mais ces mamies se sont élevées contre leur destin et sont devenues de véritables héroïnes dans leur township. Le guépard est l'animal le plus rapide sur Terre. Il peut atteindre la vitesse de 110 km/h. Hélas, il est aujourd'hui en voie de disparition. Laurie Marker, une femme courageuse de 62 ans vivant en Namibie depuis 1991, a consacré toute sa vie à la sauvegarde de l'espèce. Reportage. Zinzi n'est jamais contente de recevoir des visiteurs humains, même quand ces derniers tentent de la pâter avec de généreux morceaux de viande. Elle a été secourue toute petite, alors qu'elle était encore orpheline. Mais lorsqu'elle a été relâchée dans la nature il y a maintenant 5 ans, elle s'est contre toute attente très rapidement réhabituée à son environnement originel. Contrairement aux autres félins, les guépards luttent pour survivre à l'intérieur des parcs et des réserves, loin du milieu naturel sauvage qui leur est devenu hostile.
Dans les parcs protégés, en général, le nombre des grands prédateurs est élevé. Et ces prédateurs présentent un risque pour le guépard. Pour les petits, ils peuvent tuer les petits, ils peuvent voler la nourriture du guépard. Donc ils perdent la nourriture et ils peuvent perdre leur vie aussi. Moins de 12 000 guépards tentent de survivre dans le monde aujourd'hui. On les retrouve principalement en Afrique, où l'on en recensait près de 100 000 il y a plus d'un siècle. Les braconniers avaient pour habitude de voler leurs petits pour les revendre en tant qu'animaux exotiques, alors que les fermiers les tuaient pour protéger leur bétail. L'américaine Laurie Marker a consacré sa vie entière à la protection de cet animal. Lors de son arrivée en Namibie dans les années 80, elle a reçu un accueil glacial de la part des fermiers du pays. On m'a demandé à l'époque de prendre tous les guépards du pays et de les emmener là où je le voudrais. Et j'ai vite constaté que les gens étaient en fait sincères. Dès que je suis partie à la rencontre des gens sur le terrain, je leur ai rappelé que moi aussi j'avais grandi au sein d'une famille de fermiers. Et j'ai même obtenu mon premier diplôme dans l'agriculture. Je pense que j'ai progressivement évolué pour devenir une personne apportant une valeur ajoutée à l'ensemble des communautés des fermiers. Sa méthode s'est vite révélée populaire chez les fermiers grâce aux chiens de berger d'Anatolie. Ces énormes chiens vivent depuis toujours avec les troupeaux des fermiers, décourageant par leur simple présence tous les prédateurs potentiels. Si les prédateurs s'approchent de trop près du bétail, ils sont capables de les chasser et de les tuer. Mais avec les guépards et les léopards, ils n'ont même pas besoin de les attraper. Leur seule présence suffit à les faire peur. Lorsque des petits orphelins guépards sont livrés à eux-mêmes, le fonds les prend directement en charge. N'ayant pas appris à chasser aux côtés de leur mère, ayant grandi sans la peur de l'homme, le centre d'accueil devient inévitablement leur lieu de refuge permanent. Mais à leur manière, ils sont là pour témoigner du danger, de la disparition qui menace leur espèce. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 1h30 pour la prochaine édition. Excellente suite de programme.